Alors, nous allons maintenant commencer, je pense. Alors, oui, Ferdinand, tu voulais dire quelque chose? Mais madame, concernant les TP par exemple, comme ça, là, Mhm. ça ne sera pas imposé la manière d'utiliser le CSS parce que vous êtes en train de nous montrer plusieurs manières, mais qui jouent le même rôle. Oui. Non, non, Donc, non, ce serait pas imposé, mais la plupart du temps, moi, je préfère vous donner une chose à reprendre, au fait, quoi. C'est-à-dire que ok, voilà, quand je vous donne, par exemple, une image, je veux que vous me reproduisiez ça. Maintenant, la manière dont vous avez reproduit, il n'y a pas de souci, hein, parce qu'il ok, y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs manières de faire, il y a même plusieurs façons d'utiliser certains éléments, ainsi de suite. On ne peut pas tout voir en même temps. Moi, je vous donne vraiment les façons les plus basiques, c'est-à-dire ok, que qui marchent à tous les coups ok, qui ne sont pas compliqués à connaître et à comprendre. Maintenant, au fur et à mesure que vous allez avancer vous-même, vous pouvez développer autre chose, ainsi de suite. Là, il n'y a pas de souci. il n'y a pas de problème, madame. Très bien. Merci. Bien. Alors, bienvenue bienvenue à vous tous dans ce webinaire. Nous sommes aujourd'hui le dimanche et nous allons commencer le dernier webinaire de la semaine. Alors, comme je l'ai expliqué, finalement, nous allons continuer le CSS sur 2 semaines et parce que tout simplement, le CSS, c'est vraiment beaucoup d'informations. Il faut que nous puissions décortiquer un à un tous les éléments qu'on utilise au niveau du CSS. Nous sommes toujours au niveau des sélecteurs et nous allons continuer quand même aujourd'hui avec les sélecteurs. Après, nous aurons à faire les propriétés ainsi que les valeurs qui également contiennent beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, je pense que là, on va toujours se concentrer sur le CSS. Dès lors qu'on arrivera à terminer le CSS, le HTML et le CSS n'aura normalement plus de secret pour nous. Donc maintenant, nous allons commencer. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord vous partager mon écran. Je vais vous partager mon écran. OK. Maintenant, toujours la même chose, hein, nous allons sur dans notre projet et nous allons l'appeler au niveau de notre VS Code et on continue le travail là où on s'est arrêté hier. Voilà. Donc maintenant, on commence. J'espère que la personne n'a de questions avant qu'on ne continue. Alors moi, toujours la même chose, hein, je vais partager, je viens au niveau de mon bureau et là, je vais appeler mon projet. Le projet, c'est HTML avec CSS. C'est toujours le même projet. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer que hier, on a vraiment beaucoup travaillé. Là, on travaille sur les sélecteurs. On a fait beaucoup de choses. On s'est arrêté au niveau des sélecteurs simples. Comme je vous l'ai dit, nous avons 3 grandes familles de sélecteurs. Nous avons la famille des sélecteurs simples. Nous avons la famille des sélecteurs combinateurs. Nous avons enfin la famille des sélecteurs avancés. Maintenant, on a vu que les sélecteurs simples, c'est vraiment les sélecteurs les plus utilisés. Et là, voici, nous en avons vraiment fait beaucoup. On a d'abord commencé par les sélecteurs de type. Donc, pour revenir un peu en arrière, les sélecteurs de type, ce sont tout simplement des sélecteurs d'éléments. C'est-à-dire que lorsque vous créez votre HTML, vous allez plutôt utiliser les éléments, bien sûr, dans votre balise. Et ces éléments-là c'est possible de styliser chacun de ces éléments-là. Et maintenant, le sélecteur de type, c'est tout simplement le fait que vous allez au niveau de votre CSS et vous allez appeler chacun de ces éléments par leur nom, seulement par leur nom. Vous ne mettez rien, vous ne mettez pas de point, pas de plus, pas de virgule, rien du tout. Vous allez tout simplement appeler le nom et vous allez mettre à l'intérieur la stylisation, c'est-à-dire le style que vous voulez lui donner, qui est composé de propriétés qui est là, plus la valeur qui est là. C'est tout. Après, nous avons vu le sélecteur universel. Comme son nom l'indique, universel, ça veut dire l'ensemble, le tout au fait. Donc, votre page, ça commence du début et jusqu'à la fin et ça va prendre en compte tous les éléments de votre page web. Donc, c'est ça le sélecteur universel. Donc, lorsque, par exemple, je crée mon fichier HTML et qu'au niveau de mon CSS, je décide d'utiliser le sélecteur universel qui est représenté par étoile,
Tout ce que je vais mettre à l'intérieur, ça va prendre acte à tous les éléments qui sont là, un à un. Par exemple, lorsque je mets ici font background color black, ça va colorer l'entièreté de ma page en noir. Lorsque je mets ici color white, par exemple color white, ça va prendre l'entièreté des écritures, par exemple les écritures, c'est-à-dire le contenu en blanc. Ici, ça va colorer ça en blanc, ça va colorer ça en blanc, etc., jusqu'à la fin. Et lorsque, par exemple, je dis font size, c'est la taille, au fait, de l'écriture. Par exemple, 20 pixels, ça va mettre tout le monde à 20 pixels. Et si font family, ça, c'est la police de l'écriture. Ici, j'ai utilisé Times New Roman. Donc, ça va prendre tout le monde en Times. J'espère que là aussi, c'est compris. Après, nous avons le sélecteur de classe qui est l'un des sélecteurs les plus utilisés. Tout le temps, on utilise les sélecteurs de classe. Alors, au niveau des sélecteurs de classe, on revient un peu au niveau du HTML. On a vu que le HTML est composé d'éléments, de balises et d'attributs. Les attributs, ce sont tout simplement les contenus que nous donnons à nos éléments. Alors, il y a des balises où on doit obligatoirement mettre des contenus, mais il y a des éléments qui ne prennent pas d'attributs, au fait. Donc, l'attribut peut être ou non optionnel selon les éléments en question. Par exemple, ici, nous avons deux types d'attributs. Nous avons l'attribut classe. Donc, quand on parle de sélecteur de classe, c'est tout simplement le fait d'utiliser au niveau de votre HTML l'attribut classe et au niveau du CSS, on vient l'appeler. Alors, comment on vient l'appeler? On vient l'appeler tout simplement avec un point. Alors, donc là, nous avons ici l'attribut classe égale et on donne un nom à notre attribut. Par exemple, quand je dis href, href c'est un attribut. Et lorsque vous mettez href égale, entre les griffes là, vous allez donner un nom. Et le nom du href, ce serait juste le lien. Par exemple, ici, le lien du fichier ou bien de l'image ou bien d'autres choses que vous voulez appeler, au fait. Donc, c'est la même chose ici. Donc, le nom que vous allez donner ici, vous pouvez choisir le nom que vous voulez, hein, vous avez le choix. Mais faites attention, il y a des conventions de nommage. N'utilisez pas des espaces. Si c'est un mot que vous voulez utiliser, n'utilisez pas des espaces, n'utilisez pas des caractères spéciaux, arrobas, etc., etc. N'utilisez pas ça, dièse et tout ça. À la rigueur, underscore, c'est-à-dire le tiré du 8. Voilà, ça, c'est toléré, oui. Mais à part ça, évitez les caractères spéciaux. N'utilisez pas les ponctuations, accent, etc., etc. Non. Par exemple, si je veux mettre âge ici, je sais que âge, c'est A accent circonflexe. Mais moi, le âge que je vais utiliser ici, il n'y aura pas d'accent circonflexe que je vais utiliser. OK? Donc, voici un peu les sélecteurs de classe. Après, nous avons les sélecteurs d'ID qu'on appelle identifiants. OK? Donc, les sélecteurs d'ID et les sélecteurs de classe, on va dire en gros, c'est presque la même chose. Il y a juste une petite différence au niveau de l'utilisation. Comme on dit ID, ID ça veut dire identifiant. Ça veut dire que le nom doit être unique. Je ne dois normalement pas avoir ID égale à mon ID ici et puis ID égale à mon ID ici. C'est vraiment prohibé. Il faut éviter ça. OK? Alors, un élément également peut prendre deux attributs ensemble. L'attribut classe et puis l'attribut ID ensemble, il n'y a pas de souci. OK? Alors, l'attribut ID, il est appelé au niveau du CSS avec le dièse. Lorsque vous mettez le dièse, vous mettez le nom que vous avez donné à l'attribut ID et vous donnez les éléments que vous voulez. Après, nous avons vu le sélecteur de groupe. Au niveau du sélecteur de groupe, comme son nom l'indique, ça permet de grouper. Donc, ça permet de grouper le nom d'éléments. En gros, le sélecteur de groupe, c'est un sélecteur de type, mais avec plusieurs types ensemble. Si par exemple, ici, moi j'ai H1, j'ai P, j'ai H2, j'ai P. Donc, supposons que le style que je veux donner à H1, c'est le même style que je veux donner, à H2. Je vais tout simplement les regrouper. Au lieu de prendre par exemple H1, donner le type, et après, en bas, je mets H2, je donne le même type. Ça, c'est pas la peine, au fait. Donc, ça va me faire perdre de la place. Hein.
Parce que dès lors que je commence à écrire des lignes de code, ainsi de suite, ça prend de la place. Donc, pour éviter cela et puis pour éviter la répétition également et tout ça, je vais tout simplement venir au niveau du CSS et je les appelle. Donc, H1, virgule, H2, s'il y avait H3, virgule, H3, virgule, H4 jusqu'à HN, il n'y a pas de souci. J'allais prendre ça aussi. D'accord? Bien. Donc, en dernière position, nous avons vu les attributs. Comme on l'a dit, l'utilisation des attributs, c'est vraiment pas obligatoire, mais bon, même si on dit que c'est pas obligatoire, on les utilise, hein. Les attributs ID, les attributs classe, etc., etc. Donc là, on a les sélecteurs d'attributs où ici, nous avons mis les attributs avec les noms des attributs que nous avons ici. Donc, on a mis ID, on a mis la classe, etc., etc. Bien. Donc là, au niveau du CSS, les attributs, c'est tout simplement à l'intérieur de crochet. C'est tout. Par exemple, on a ici, au niveau de notre code HTML, on a deux ID. On a le premier ID qu'on a mis premier, le deuxième ID on a mis dernier. On a également la classe. Là, au niveau de la classe, on l'a nommé important et au niveau de la deuxième classe, on l'a nommé NP. Donc là, lorsqu'on veut venir donner du style, on peut appeler directement les attributs. Et lorsque vous prenez par exemple l'attribut ID comme ça, seulement ID et que vous donnez que vous mettez les propriétés, sachez que ça va prendre ID, tous les ID qui sont là. Même si c'est 20 ID, ça va prendre en gros 20 ID parce que c'est ID que tu as appelé. Donc, ça va mettre le style à chez tout le monde. Mais si par exemple, moi j'ai ici deux ID, je veux que le premier ID soit différent du dernier ID, il faut que je précise. Je dis ID, je ne m'arrête pas seulement là-bas. ID égale à, je vais appeler ID par son nom. OK? Lorsque j'appelle ID par son nom, ça va faire la différenciation en fait. Donc, le premier ID, comme je l'ai appelé par son nom, il viendra se pointer et le deuxième ID ne viendra pas parce que je ne l'ai pas appelé. Et c'est ce que nous avons ici. Et j'espère vraiment que tout le monde a compris. Et c'est la même chose au niveau des classes également. Lorsque j'appelle seulement classe, ça va donner le style à toutes les classes. Mais si j'ai plusieurs classes qui sont nommées différemment, je peux les appeler par leur nom un à un. Voilà. Donc, j'espère que jusque-là, c'est bon, tout le monde a compris. Alors, maintenant, nous allons continuer. Alors, je vais également un peu vous présenter encore cette partie-là. Nous avons vu hier la définition des sélecteurs, voilà, et nous avons vu qu'il y a trois types de sélecteurs. Nous avons les sélecteurs simples, nous avons les sélecteurs combinatoires et enfin, nous avons les sélecteurs avancés. Maintenant, on va voir les sélecteurs combinatoires. Au niveau des sélecteurs combinatoires, vous avez les sélecteurs de voisins directs, vous avez les sélecteurs de voisins simplement, vous avez les sélecteurs d'éléments enfants et vous avez les sélecteurs d'éléments descendants. Alors, ces quatre sélecteurs-là, on va les utiliser et essayer de les comprendre. Alors, il faut savoir qu'en codant avec le HTML, CSS, vous en aurez vraiment besoin. OK? Donc, c'est très, très important que vous puissiez savoir comment les utiliser. Bien. Donc, je pense qu'on va retourner ici. Alors, ce que nous allons faire pour le moment, on va tout simplement encore continuer à créer nos fichiers HTML et CSS. J'espère que la manière dont nous avons travaillé jusqu'à maintenant, j'espère que ça vous va. Parce que là, vous pouvez remarquer que là, on a mis un à un tous les différents types de sélecteurs. Et c'est ce que nous allons continuer également et dans des fichiers qui sont différents. Ça va vous permettre de ne pas avoir vraiment beaucoup de fichiers ensemble. Sinon, ça peut perturber un peu au fait quoi. Et puis, même lors de l'exécution aussi, euh, ça peut aussi perturber. Par exemple, lorsque je mets P, P c'est P, hein. Lorsque vous venez appeler P, vous allez voir que lorsque vous allez donner un style à P, ça va prendre tout le monde. Donc, si c'est par exemple un sélecteur de groupe et un sélecteur de type que je suis en train d'utiliser, ainsi de suite, ça peut porter confusion. Pour éviter cela, mieux vaut mettre tous les sélecteurs dans des fichiers qui sont différents. Alors, maintenant, nous allons continuer. N'hésitez pas à poser des questions au cas où vous en avez un. OK? Voilà, n'hésitez pas du tout à poser des questions. Bien. Alors, maintenant, nous allons toujours créer un nouveau fichier, toujours dans les sélecteurs. Nous sommes toujours en train d'apprendre les sélecteurs, donc c'est dans les sélecteurs. Et là, comme je vous l'ai dit, on a sélecteur voisin direct. Donc, mettez voisin
direct, toujours collé, .html. Aussi simple que ça. Alors, un secret au niveau de la programmation, c'est quoi? C'est que lorsque vous devrez nommer vos fichiers, vos éléments, vos variables, etc., je vous conseille vraiment de nommer, de donner les noms qui vous parlent, c'est-à-dire des noms qui ont un rapport. Vous pouvez remarquer ce que nous avons fait. Sélecteur de groupe, on a mis groupe. Sélecteur de type, on a mis type. Sélecteur de classe, on a mis classe, etc. Vous pouviez même mettre sélecteur classe, sélecteur groupe, sélecteur ID, sélecteur ainsi de suite. Ça aurait été également très, très bien. Voilà, c'est très important. Alors, on va créer la partie CSS de voisin direct. Voisin direct.css. OK. Voilà. Alors, maintenant, je vais venir toujours la même chose. Donc, je vais mettre ici sélecteur voisin direct. Et là, je vais appeler link. Et au niveau de link, je vais tout simplement mettre voisin direct. Alors, ce que je vous conseille également, c'est que lorsque, par exemple, vous allez faire un projet avec le HTML et le CSS, la première chose que vous devrez faire, c'est lorsque vous créez votre fichier HTML et que vous créez directement votre fichier CSS, la deuxième des choses que vous devrez faire, c'est de relier le CSS au HTML. Faites ça d'abord. Une fois que vous finissez ça, vous pouvez commencer le travail. Parce que souvent, ça peut arriver, hein, on oublie très souvent d'utiliser le link rel. Et ça peut nous prendre beaucoup de temps et nous énerver même si ça ne fonctionne pas. Et là, c'est pas la peine, quoi, en fait. Voilà. Donc, cette partie-là également, je tenais également un peu à vous souligner ça. Alors, c'est quoi le sélecteur voisin direct? Comme son nom l'indique, voisin direct. En gros, c'est tout simplement c'est tout simplement un élément qui vient directement après l'élément qui sera stylisé. OK? Donc, on va voir. Elle est représentée par le plus, le signe plus. Donc maintenant, pour que ça soit plus compréhensible, on va essayer de créer nos éléments. Donc là, je vais mettre ici, ceci est mon premier titre. Je mets ici P. Et là, bon, je vais mettre l'orème. Hein. Je vais mettre l'orème à 15. Voilà. Et bon, je peux revenir également ici. Je mets le HR. Et je copie cette partie-là, moi personnellement. Et je vais venir coller. Au lieu du H1, je vais mettre ici H2. Voilà. Donc, toujours le même P. J'enregistre. Et là, je vais vérifier. Voilà. Donc, vous voyez que là, on a nos deux fichiers, nos deux résultats ici qui sont là. Alors, qu'est-ce que ici, ça veut dire? Par exemple, moi, j'ai envie de seulement donner, j'ai envie par exemple de seulement donner du style ici et également du style là. Vous voyez que je prends d'abord le H1. Le voisin direct du H1, c'est qui? C'est le P qui est là. Voilà, donc c'est ça au fait. Donc, je vais juste additionner les deux. C'est-à-dire, toi plus toi, il faut me donner quelque chose. Alors, si je veux, je peux donner du ID, hein, si je veux. Donc, du ID, je peux mettre au nom du ID titre. Et également, le deuxième ID, je peux mettre ici para comme paragraphe. Voilà. Alors, je reviens au niveau de mon CSS. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre, par exemple, H1 plus P.
Comme je l'ai dit, le H1, le sélecteur de voisin direct est représenté par plus. Donc, voisin direct, il vient directement après comment on appelle ça? Après l'élément en question que vous voulez sélectionner. Donc là, je vais mettre color. Je vais mettre color, voilà quoi, ça. Ah non? oui, Non, non, normalement, ça agit sur ce qui suit, pas, ça n'agit pas sur ce qui précède. Par exemple, le H2 précède le P, donc ça ne peut pas agir sur le H2. Ça va normalement agir ah, seulement sur le P, au fait. Mais je parce que, pense que ok, Ferdinand parce a que dit, je P pense que après c'est H1, ça, au fait. H2. En gros, je pense que ça n'agit pas sur le H1 même, mais ça va agir sur ce qui seconde le H1. Donc, on a Allô, madame? oui. Bon, j'ai essayé de rechercher un peu plus rapidement. Effectivement, de la Mhm. manière j'ai parlé là, quand j'ai fait des recherches, c'est ce que ça veut dire. Ça veut OK. dire que le voisin direct, c'est-à-dire que c'est pas le H1, mais plutôt le P. Le P seulement. Oui. D'accord. OK. Merci beaucoup, Ferdinand. Ah ouais. Maintenant, ça, c'est le voisin direct. Maintenant, on a le sélecteur de voisins. Donc, toujours la même chose. On va essayer de revenir ici et on va créer un autre fichier qu'on va appeler seulement voisin.html. Et après, on a voisin.css. Voisin.css. Et voilà, donc toujours la même chose. Nous allons donner notre premier programme. Et là, on va mettre ici sélecteur de voisins. Alors, on revient toujours ici et n'oubliez pas de donner le lien link. Et là, on va mettre ici voisin.css. Alors, on a vu voisin direct, c'est-à-dire c'est ce qui vient directement, après le voisin. Et nous avons après voisin. C'est tous les voisins qui suivent l'élément en question. Mais attention, qui suivent, c'est-à-dire que l'élément en question est devant, les autres sont derrière, mais pas le contraire. C'est-à-dire tout ce qui est devant l'élément en question, ça ne prend pas. Par exemple, je vais d'abord créer un paragraphe. Donc, ce serait P. Et là, je vais mettre ici, ceci est mon premier paragraphe. Ou bien bon, je vais mettre un lorem, hein, ça va aller plus vite. Donc, on a ici lorem. On va mettre lorem à 12. OK. Et après le lorem, je vais créer un H1, c'est-à-dire le titre. Voici mon titre. Et je vais copier 3 fois le P et je vais coller. Et voilà. Donc là, je vais exécuter pour voir. N'oubliez pas, à chaque fois, vous devrez open with Live Server. Voilà, donc vous pouvez remarquer que là, nous avons les trois lorem qui sont là. Maintenant, on va retourner au niveau de notre CSS. Et là, on va prendre le body. Alors, pourquoi je suis en train d'utiliser les sélecteurs toujours body et ainsi de suite? C'est tout simplement pour que vous puissiez comprendre que c'est toujours la même chose que nous utilisons. Même lorsque vous créez vos codes et tout ça, la plupart du temps, vous allez styliser d'abord le body, c'est-à-dire votre page, le corps de votre page, et après, vous continuez le reste. Ainsi que le sélecteur universel, bien sûr. À chaque fois, on utilise aussi le sélecteur universel.
Alors, vous pouvez remarquer que nous avons ici 3 P qui sont voisins à H1. Mais ce P-là aussi, premier P aussi est voisin à H1 au title, mais c'est un voisin qui est devant, en fait. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement appeler le P. Alors, comment on fait on appelle au niveau du voisin? C'est représenté par un tilde. Je ne sais pas si vous connaissez le tilde. Le tilde, c'est comme ça. C'est ça le tilde. C'est comme ceux qui ont fait les maths, hein, sensiblement égal. Donc, la partie d'en haut, là, c'est ça le tilde. Oui, quelqu'un veut parler? C'est un peu comme les boutons environ là. Oui, exact. Oh, c'est ça, c'est ça. C'est environ. C'est ça le Donc, tilde. Bon, c'est je ne le sais bouton pas à comment peu près. vous C'est pouvez ça, à trouver peu ça. près. Voilà, c'est ça. Sensiblement égal, environ à peu près. Donc, allez-y sur votre clavier et regardez au niveau de votre clavier, c'est à côté des numéros jusqu'en haut. Vous allez voir le tilde qui est petit comme ça en haut. Et en bas, il y a comme un, c'est pas apostrophe, mais c'est un peu plus penché que l'apostrophe. Est-ce que vous avez vu? C'est ça le tilde au fait. Et ça là, souvent on en aura besoin. C'est-à-dire que si on a plusieurs éléments, plusieurs voisins qui ont les mêmes noms d'éléments, c'est vrai, il faut comprendre ça. Parce que là, vous pouvez voir que nous avons ici plusieurs P. Mais si on a des P, des H, des A, des images, ainsi de suite, c'est différent aussi. Donc, à chaque fois, vous êtes obligé d'appeler l'élément en question. Donc, ici, au niveau de l'élément, je vais mettre ici color et je vais mettre color à ça. Et vous pouvez remarquer ce qui s'est passé. Ce sont tous les éléments tous les éléments P des voisins qui sont en bas de H1 qui ont été colorés. Donc là, je pense que je vais changer un peu la couleur. Je vais utiliser le dark red ou bien le dark, voilà. S'il vous plaît, Oui. madame, s'il vous plaît, j'ai un souci avec le titre là. Ah, Je n'arrive pas à activer ça sur mon clavier. Quelqu'un peut me mettre le raccourci clavier? non, Je n'arrive pas à activer le titre. activer, c'est shift, C'est quoi le titre? ce shift. Tu vois shift? Oui, shift. Voilà, tu appuies sur shift et tu appuies sur le bouton en question Tu es sur- qui porte le Excusez-moi, dessin. madame, tu es sur quel clavier? Ah, AZT ou QWERTY? ah, J'ai QWERTY. c'est shift. Moi, j'ai QWERTY. C'est shift. Ah, Moi, j'ai le clavier si tu as QWERTY. QWERTY, oui, tu fais la combinaison des shifts et vous regardez sur les touches numériques, les touches de fonction qui est au-dessus. Oui, je vois bien tilde, mais quand je fais shift, tilde, ça ne donne pas. Ah. Non, mais est-ce Non, que tu as il faut appuyer sur Alt Gr et puis le Tu chiffre. fais Alt G, Attendez, voilà voilà. la touche de fonction. Oui, mais ça ne donne pas. Même sur le clavier visuel, je ne vois pas. J'ai ouvert le clavier Oui, visuel. Bromo, Oui. anti-GR. Ça Il marche faut avec cliquer d'abord anti-GR. sur Alt Gr et après tu cliques sur le chiffre bleu. Alterne graphique et child, c'est ça? Alterne graphique et child, ça ne donne pas toujours. Mais est-ce J'ai un que tu es en clavier train compliqué. ma connexion est Mon lente. clavier, Ok, non, il n'y j'ai a un pas de clavier, souci, Fofana. Est-ce que tu es j'ai en un clavier train, qui me. est-ce que tu es en train de laisser appuyer là-dessus? Oui, madame, j'appuie bien. Alterne graphique, AlGR, non? AlGR et child. Ok. Ça ne donne pas. Par Soit exemple, tu mets fais, contrôle tilt. oui, là. Voilà, soit tu Oui, fais CTRL tilde ou soit tu fais la touche de fonction Ah, plus tilde. Ouais. ça ne donne pas. FN plus tilde. FN, hein. Oui, FN, essaie d'abord avec FN, la touche de fonction, plus tilde. non, FN child, ça donne plutôt au carré. Bon, Ah, le donc mais mets Ok. tilt seulement. En fait, il faut Attendez, appuyer sur tilt seulement, on va voir. attendez, je vais le guider. Il faut activer ton clavier visuel là. Ok. Tu tapes dans la barre de recherche clavier visuel. Ok, j'ai affiché le clavier visuel. Tu appuies sur Alt GR là. Ouais, quand j'appuie sur AGR, 1, 2, 3, 4, c'est la quatrième touche. Donc, Ok. si je fais AGR, 1, 2, 3, Quand vous 4. appuyez sur Alt GR là, vous allez voir que ça est en haut là-bas. Il y a échappe, la touche avant de trouver dièse là.
Ça y est là-bas. 1, 2, 3, ouais, oui, je crois que c'est la troisième touche. Je vais essayer de voir. Vous n'avez pas oublié d'utiliser, vous utilisez clavier visuel là directement, parce que c'est dessiné là-bas. Quand vous appuyez Alt-G là, c'est dessiné là-bas. Ouais, c'est vrai, c'est mieux. Parce C'est que bon? quand j'utilise mon clavier normal, ça ne donne pas. Ok. C'est bon? Ah, j'ai- Faut désactiver mais tout. j'ai un souci, ça ne donne pas. Sélectionner là. Sélectionne Mais, uniquement Alt-G. Tu vas voir que ça va sortir. Oui, ça sort. Et quand je clique sur Tilt là, maintenant, ça ne s'affiche pas. C'est pas un Faut pas souci. appuyer non, sur non, non, Shift. non. Il faut aller cliquer H. d'abord. Il faut aller sélectionner ton code d'abord. Oui, j'ai mis le curseur dans le code. Très bien. Maintenant, tu vas aller cliquer sur le tilt. Oui. Oh, c'est bon maintenant. C'est bon? Tilt là, vraiment. Va torturer. Ah, merci beaucoup à vous, mais Ok, c'est bon. j'ai presque transpiré sur ce Tilt. Hein. Ah, Non, mais c'est bien de massa, transpirer sur les codes. C'est intéressant. massa. Ok. Donc, Hey. Ok, merci beaucoup. vous avez compris, non? En fait, au niveau du tilt, c'est les voisins. Donc, ça va prendre tous les voisins qui ont le nom, par exemple, qui ont le P. OK? Voilà. Donc, mais attention, ça ne prend pas le voisin d'en haut, ça ne prend que les voisins d'en bas. OK? Donc, comme l'a dit Ferdinand, l'élément même qui est devant, ça ne prendra pas cet élément-là, en fait. Voilà, donc je pense que cette fois-ci, nous avons tous compris cette partie-là. Bien. Alors, donc ça, c'est la fin du sélecteur d'éléments. Je le répète encore, hein, surtout les sélecteurs de voix, les sélecteurs combinateurs, là, c'est très important aussi. Même si la plupart du temps, on ne les fait pas, mais il faut savoir qu'on va les utiliser. Donc, je préfère qu'on les fasse ensemble pour qu'au moins nous puissions comprendre, même au niveau des tutos et tout ça, quand je les utilise, il faut que chacun de nous puisse comprendre pourquoi ça a été utilisé et tout ça. D'accord? Bien. Parce que, par exemple, ici, pourquoi au lieu, par exemple, de prendre juste le P, on prend directement, on prend ça. Parce que ça aussi, on peut le dire, hein. On a, par exemple, ici, P, ici, P, ici, P, ici, P, ici. Mais pourquoi, au lieu de mettre, par exemple, H1 tilde P, pourquoi on ne va pas juste mettre P? Parce que si on met P, ça va donner tout au niveau de P. Oui, parce que on va avoir besoin, lorsque on code des projets, on va avoir besoin d'utiliser, d'écrire toujours les mêmes balises, c'est-à-dire les mêmes éléments, c'est toujours les mêmes choses, en fait. On n'a que des P, des H, de H1 à, à 6, on n'a que des TR, des tables, des UL, des LI, c'est toujours la même chose. Maintenant, pour pouvoir préciser qui on veut utiliser et qui d'autre on ne veut pas utiliser, ainsi de suite, souvent, on peut directement utiliser le titre. On a l'élément principal en question. Donc, l'élément principal chez nous ici, c'est le H1. Donc, nous, on veut que tous les P qui suivent l'élément H1 puissent être prises. Mais tous les P qui sont devant l'élément ou bien qui ne sont pas voisins à l'élément H1 ne puissent pas être prises. Voilà. Donc, on peut utiliser le voisin comme ça. Donc, j'espère que là, tout le monde a également compris. Maintenant, on va continuer, hein. Il nous en reste pas mal non plus. Nous avons les sélecteurs d'éléments enfants. Comme vous pouvez le savoir, au fait, au niveau de la programmation avec le HTML, on a beaucoup la hiérarchisation. Comme je l'ai dit, une balise peut prendre une autre balise, ainsi de suite. Je pense qu'on a même vu ça au niveau de ULLI, au niveau des OLLI également. Mais il faut savoir aussi, comme je l'ai expliqué hier, au niveau même des divs, un div peut prendre d'autres divs et peut prendre des spans, ainsi de suite, et d'autres éléments. C'est même ça, son boulot, c'est un conteneur. Donc, nous allons mettre ici élément enfant. Élément enfant. Tout collé en point HTML. Et après, nous avons élément enfant.css. OK. Donc, élément enfant.html, élément enfant.css. Maintenant, toujours la même chose. Donc, je vais mettre ici sélecteur d'éléments enfant.
OK, donc on a toujours la même chose, link. Donc on a ici élément CSS. Alors, au fait, je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. À chaque fois quand je commence à écrire seulement, je fais en sorte d'avoir la suggestion pour ne pas tout écrire. Alors, sachez que c'est CTRL espace qui permet de faire ça. CTRL espace. OK? Voilà. Parce que le fait d'écrire tout, souvent, ça peut poser problème. Comme je l'ai dit ici, par exemple, on a élément enfant.css. Imaginez que moi, j'écrive élément santé enfant.css. C'est pas la même chose. Donc, vous allez voir que le H9 ne va pas reconnaître du tout votre fichier. Donc, si vous voulez que VS Code vous fasse des suggestions qu'il ne fait pas, parce que normalement, VS Code doit vous faire des suggestions. Et si vous remarquez que VS Code ne vous fait pas des suggestions, alors que vous avez besoin qu'il vous fasse des suggestions, vous allez tout simplement mettre CTRL espace. CTRL espace, directement, ça vous donne des suggestions. J'espère que là, c'est compris. CTRL espace. Voilà, donc ça va vous permettre de donner des suggestions. Alors, donc ici, je vais créer un H1. Ceci est un sélecteur d'éléments enfant. Voilà. Alors, je vais créer un div. Et dans mon div, je vais rien mettre dedans. Hein. Voilà, je veux vraiment quelque chose de simple. Dans mon div, je ne vais pas mettre d'attributs ni rien du tout. Non. Alors, mon div va prendre des spans. Mon div va prendre un premier span qui va s'appeler, qui va avoir l'attribut qui sera appelé enfant. Voilà. Voilà, enfant. Alors, sachez aussi que un span peut prendre un autre span. Précisément comme les divs. Mais attention, vous avez vu hier, non? Le span ne prend pas de... Comment on appelle ça? Le span ne prend pas d'éléments, pas du tout. Mais il peut prendre un autre span. Donc là, je vais créer un deuxième span. Non, attendez. Attends, CTRL-Z, CTRL-Z. Voilà. Ce span ne va pas prendre d'enfants. Je vais créer un autre deuxième span qui va prendre ceci et mon premier span. Voilà. Donc maintenant, je vais créer un autre span. Comme ça, j'aurai plusieurs spans au fait, quoi. Alors, ici, je vais prendre classe encore. Il est également un enfant. Donc, comme on l'a vu la dernière fois, les classes peuvent avoir les mêmes noms. Plusieurs classes peuvent avoir un même nom, en fait. Donc, ici, donc je vais mettre ici, ceci est mon second span. Et à l'intérieur ici, je vais créer un autre span. Donc, un span va prendre un autre span qui sera la classe. Et là, je vais l'appeler sous-enfant. Donc, je peux lui donner le nom comme ça. Voilà. Ceci est le sous-span. Et maintenant, je vais créer un span qui est à l'extérieur du div. Donc, on a ici span. Ceci est le span à l'extérieur du div. Voilà. J'espère que là, tout le monde a compris ce petit mécanisme. Alors, j'ai créé d'abord un container div. Dans le container div, je lui ai donné un premier span, du début à la fin. Et dans le container toujours div, je lui ai donné également un deuxième span.
Mais cette fois-ci, le deuxième span a un enfant. Donc, en gros, div a un petit enfant. OK? Bien. Après, je suis sortie de div. J'ai créé un autre span qui est à l'extérieur du div, qui n'a rien à voir avec ce div-là. OK? Donc, maintenant, je vais ouvrir with live server. Et vous voyez ce que nous avons. Ceci est mon premier span. Ceci est mon second span. Ceci est mon sous-span. Ceci est un span à l'extérieur du div. Donc, je pense que pour que ça soit un peu plus compréhensible, est-ce qu'on ne va pas essayer de mettre des BR? Parce que là, c'est trop compliqué. On va mettre ici un petit BR ici. En gros, voilà. Donc là, ça, c'est un premier BR. Et là, ça, c'est un deuxième BR. Et voilà. Donc là, je pense que là, c'est bon. Alors, pour ceux qui veulent, bien sûr, vous pouvez utiliser 2 BR, comme ça, ça va laisser encore plus d'espace. Encore plus d'espace pour vous permettre de mieux comprendre au fait. Parce que quand c'est trop collé, c'est pas très intéressant. Mais bon, moi, je vais laisser ça comme ça me va. Donc, j'espère que là, tout le monde a compris. Alors, maintenant, nous allons utiliser le... Madame, j'ai une question. Oui. Oui, madame, je voulais savoir, le div là permet de faire quoi exactement? Non, le div, c'est un conteneur. La balise. La balise div, c'est un conteneur. Je pense que hier, on en a vraiment beaucoup parlé. On a dit qu'il ne permet pas d'afficher quelque chose. Par exemple, P affiche le paragraphe, H affiche les titres, etc., etc. Mais le div n'affiche rien du tout, le span n'affiche rien du tout. C'est tout simplement un conteneur. C'est-à-dire que lui, il est là pour que tu lui mettes des éléments et il permet de les classer. Il est seulement comme une boîte. Il est seulement là comme une boîte. C'est une boîte. Classer les éléments. C'est ça, c'est une boîte. Donc, il est juste là pour pouvoir classer les éléments que tu lui aurais donnés dedans. Par exemple, on a le premier div. On peut donner un deuxième div en bas du premier div, un troisième div, un quatrième div, ainsi de suite. Donc, maintenant, au niveau du CSS, on va aller utiliser, parce que toutes ces boîtes-là sont classées, quoi. Voilà, c'est ça seulement l'intérêt du div, en fait. Okay. Donc là, maintenant, on va retourner au niveau de notre CSS et vous pouvez remarquer que nous avons utilisé le div. Et le div n'a pas pris d'attribut. Ça n'a pas pris ni de classe ni d'identifiant. J'ai fait exprès pour nous faciliter vraiment la tâche. Alors, maintenant, si je veux venir récupérer tout ça, je vais utiliser toujours le body. Et au niveau du body, on va lui donner un petit background color. C'est toujours sympathique d'avoir quelque chose comme ça. Donc là, je vais donner cette couleur-là. Alors, je retourne ici. Alors, maintenant, comment est représenté un sélecteur d'enfant? Un sélecteur d'enfant est représenté par le signe de supériorité. C'est ça la représentation d'un sélecteur d'enfant. Donc là, ce serait du div, signe de supériorité. Et là, on va appeler les enfants que nous voulons. J'espère que là, c'est compris. On a le div. Et au niveau des divs, on va appeler ces enfants. OK? Bien. Donc maintenant, au niveau de ces enfants, on va lui donner tout simplement d'abord color, avant background color. On va mettre ici color. On va mettre cette couleur-là. Et vous voyez ce qui s'est passé? On va mettre le background color. Background color, on va lui mettre cette couleur-là. Et voilà. Déjà, on a expliqué c'est quoi les spans, non? Bien, lorsque vous voulez donner des couleurs au niveau des spans, c'est comme ça au fait. OK? Ça ne prend pas l'intégralité de la page, mais juste la petite page. OK? Donc, on a ici le div et on a signe de supériorité span. Donc, ça va tout simplement prendre les enfants du span, des spans en question. Tous les enfants, ainsi que par la même occasion, les sous-enfants en fait. OK? Bien. Donc là, par exemple, je peux mettre ici le font
family. On va mettre ça à Cambrian. Et ici, le font size. On va mettre à 0 pixels. Et voilà. Mais vous avez remarqué que ça n'a pas pris le dernier span, non? Parce que le dernier span n'est pas de la même famille que les autres spans. Parce que ce n'est pas à l'intérieur du div, en fait. Parce qu'il est hors du div. Il est hors du div, exactement. C'est pour cela que rien ne s'est passé. Il est hors de la boîte. Oui. Le fait qu'il soit hors de la boîte, ça ne va pas prendre les éléments qu'on a mis dedans. Donc, j'espère que cette partie-là également, c'est compris. Alors, nous avons bien sûr le descendant. Alors, je préfère mettre les deux ensemble parce que c'est presque la même chose. Hein. Voilà. Alors, le descendant, c'est tout simplement, par exemple, le div et span. En gros, il n'y a rien dedans. C'est un simple espace au fait. C'est ça le descendant. OK? Alors, bon, je pense que c'est mieux quand même qu'on puisse créer des fichiers également qui sont différents parce que si je veux donner des trucs, c'est pas bon. Oui? Madame, j'ai une question. Oui? Maintenant, est-ce que vous pouvez répondre sur le code là? Oui. Le code HTML. Madame, il y a vu que ceci est le sous-span. Malgré qu'on a agi sur les enfants là, ça a pris en compte ça aussi. Oui. Ah, d'accord. Donc, ça a fait l'héritage aussi. Ok. Donc, tous ceux qui seront enfants pour partir là, oui. Forcément, ça va agir sur eux. Exactement. D'accord, c'est compris. C'est bien. C'est bon? On peut continuer? Madame, j'ai posé une question au niveau des commentaires. Ah oui, désolé. Regardez. Le div plus span, dans ce cas. Par exemple, dans cet exemple, si je fais div plus span et je mets les mêmes éléments, ça donne le même résultat normalement. Non, au fait, c'est pas la même chose, au fait. Ce n'est pas la même manière d'agir, au fait. Parce que ici, on parle d'enfants. On ne parle pas, par exemple, de voisins. Par exemple, ici, le div n'est pas voisin. Attends, je le tourne ici. Voilà. Au fait, ici, le span n'est pas voisin du div, hein, c'est son enfant. Mais le plus que nous avons vu, c'est les voisins. Par exemple, tu n'as pas le span qui est à l'intérieur du div, mais c'est en bas du div. Voilà, ça c'est différent de ça. Ça, c'est son enfant. Par exemple, tu as le div qui est ouvert, on met les éléments dedans et on ferme le div. Donc, ça veut dire que le div contient les informations là. Mais de l'autre côté, le plus que nous utilisons, ça, c'est les voisins. Par exemple, ici, ce div-là est voisin de ce span. Mais ce div n'est pas enfant, voilà, le div n'est pas, le span n'est pas enfant de ce div. Voilà. Donc, c'est ce qui fait la différence, au fait. Il y a une différence entre être voisin et puis être mon enfant. Si tu es mon enfant, tu n'es pas mon voisin. Tu es mon enfant. Voilà. Ici, dans notre jargon, c'est différent, en fait. C'est compris, j'espère. OK. Oui, très bien. Bien. Maintenant, nous allons voir le sélecteur descendant. Au niveau le sélecteur descendant, c'est comme en fait, c'est comme les autres sélecteurs combinatoires. Il y a juste une petite différence seulement qu'il peut y avoir, ou bien certaines différences au niveau des syntaxes, au fait. Donc, je vais mettre ici descendant.
descendant.html. Et là, ce serait descendant.CSS. Voilà. Donc, on va mettre ici sélecteur descendant. Sélecteur d'éléments descendants. Alors, ici, c'est la même chose. On a ici descendant. Alors, je reviens un peu au niveau de sélecteur élément enfant. Je vais tout simplement copier cette partie et je vais aller coller là-bas. Comme je vous l'ai dit, c'est presque la même chose, quoi. C'est juste l'écriture qui va changer, c'est-à-dire la manière dont vous allez styliser qui va changer. Par exemple, vous avez ici le div, vous avez ici le span. Voilà. Donc là, on va toujours mettre le body. Voilà. Alors, donc on va juste mettre le body. Donc ici, ce serait du body. Et au niveau du body, je vais utiliser le background color. Je vais utiliser la couleur ici. OK. Donc là, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout simplement le div et le span. Voilà, c'est tout. Donc, c'est représenté par l'espace. On met juste l'espace entre les deux. C'est tout. J'espère que c'est compris. Au lieu de signe de supériorité, on va juste mettre l'espace. Donc, au niveau de l'espace, je vais ajouter un background color également là-bas. Je vais prendre la couleur blue. Vous voyez que c'est la même chose, non? Et après, on a ici color. On va utiliser cette couleur-là. Et enfin, on va utiliser le font family. On va utiliser le Cambrian. Donc, utiliser ça ou bien utiliser l'autre, ça va. Il n'y a pas de problème au fait. Et là, on a ici le font size. On va utiliser 20. Et voilà. Alors, vous pouvez remarquer que les deux, c'est pareil. Toujours, au niveau du dernier span, ça ne prend pas non plus. OK, voilà. Donc, le premier prend toujours tout ce qui est enfant et puis sous-enfant. Le deuxième également prend tout ce qui est enfant et puis sous-enfant. Donc, tout ce qui n'est pas à l'intérieur de ton div qui est là, ça ne prend pas. J'espère que là aussi, c'est compris. Alors, je pense que pour le moment, oui. Madame. Oui. Madame. Oui. Oui, si je comprends bien, c'est presque identique parce que les enfants de Dieu sont ses descendants. Exactement, ce sont ses descendants, bien sûr. Donc, ses enfants sont ses descendants. C'est pour ça que l'élément enfant est identique à descendant. Exactement. Ah oui, c'est quand même vrai. Le français nous dit la vérité. Oh. OK, donc vous allez souvent voir ça. Surtout, vous allez plus voir cette partie-là que le signe de supériorité qu'on a l'habitude de voir. OK? Voilà. Donc, que vous voyez ça ou bien le signe de supériorité, ça marche également. Donc, ce sont des choses que vous devrez vraiment connaître, même si, je le répète encore, la plupart du temps, on ne les voit pas. Mais j'ai tenu à ce que, et j'ai jugé nécessaire qu'on puisse voir tout cela ensemble. Parce que ce n'est pas intéressant quand vous regardez les codes, vous regardez, on va dire, les tutos, ainsi de suite, et que directement, on vienne vous montrer ça seulement. Parce que la plupart du temps, on ne les explique pas. Je pense que moi-même, j'ai fait quelques tutos où j'ai utilisé beaucoup de types de sélecteurs, même ces différents types de sélecteurs-là, mais que je n'ai pas vraiment pris la peine de bien vous expliquer. Tout simplement, bon, parce que par manque de temps, parce que la plupart des gens se plaignent si on fait 1 heure, 2 heures de tuto, ainsi de suite. Donc là, c'est de créer un projet de A à Z dans une seule vidéo.
Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps, au fait, de visionnage. Donc, on préfère un peu couper. Donc, expliquer tout, c'est un peu différent. Et c'est pour cela que pour ceux qui viennent d'arriver, je viens d'expliquer tantôt que une semaine seulement ne va pas nous suffire pour vraiment bien comprendre le CSS, surtout que nous sommes en train de partir à partir de zéro. Donc, on va essayer de prendre 2 semaines pour pouvoir comprendre le CSS. J'espère que là, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, la semaine prochaine, le vendredi, samedi, dimanche prochain, on va continuer toujours avec le CSS encore pour au moins bien comprendre les propriétés ainsi que les valeurs. Parce que c'est vrai, nous sommes en train de faire les sélecteurs, mais par rapport aux propriétés et aux valeurs, les sélecteurs, ce n'est rien. Hein. Parce que les propriétés et les valeurs, ça va nous demander beaucoup de travail, beaucoup d'éléments à connaître et à comprendre. Nous allons voir également la responsivité, qui est l'une des parties les plus importantes de la création d'un site. Lorsque vous créez le site, vous savez que maintenant, on ouvre nos sites via le téléphone, tablette, ou bien même il y a beaucoup de tailles d'écran, d'ordinateur, ainsi de suite, même des tailles de téléphone, ainsi de suite. Il faut faire en sorte que lorsque tu ouvres ton site, que ça puisse matcher avec la taille que tu vas utiliser. Donc, l'utilisation du Media Query est très, très important également, que nous allons voir de vraiment très, très en profondeur la semaine prochaine. Donc, j'espère que là, ça va. Tout le monde a bien compris. OK. Donc, maintenant, nous Madame, allons... une question avant d'aller. Oui. Et dans ce cas, alors, nous irons au-delà de 1 mois où c'est toujours 1 mois qui sera intéressant. Peut-être 1 mois et 1 semaine à la rigueur parce qu'on doit voir le JavaScript. Le JavaScript, c'est un langage de programmation. Donc, est-ce que une semaine va nous suffire pour le JavaScript? Voilà. Sinon, le Bootstrap n'est pas du tout compliqué. Même en un jour, on peut voir le Bootstrap. C'est juste du CSS aussi comme ça. Mais juste du CSS qui sera un peu plus évolué, qu'on doit voir certaines choses, comment l'utiliser, ainsi de suite. Mais 1 mois, mais à la rigueur, 1 mois et 1 semaine, mais on ne va pas dépasser cela. Ok, merci. Voilà, mais il faut savoir qu'en 1 mois, on peut le faire, hein. On peut faire en 1 mois, mais comme nous, c'est juste les week-ends qu'on travaille, vendredi, samedi, dimanche, ça c'est un. De deux, nous sommes en train de partir vraiment à partir de 0, 0, 0. Zéro. C'est pour cela que oui, ça prend du temps. Sinon, en 1 mois, on peut apprendre tout ce que nous sommes en train de faire. Hein. Ok, merci. Ok, je t'en prie. Peut-être lorsque je serai un peu libre, quand je vais décider de créer une autre formation, ce serait par exemple une semaine intensive, mais ce serait du lundi au dimanche par exemple. Donc du lundi au dimanche, on sera là tous les jours et on va faire la formation et tout ça. Et tu vas voir que comme ça, ce serait plus rapide et puis mieux compréhensible que ça parce que tous les jours, si tu fais le codage, tu seras plus à même de mieux apprendre au fait que quand on coupe comme ça. Ok. Bien. Alors, maintenant, nous allons voir une autre partie du CSS qui est très, très important aussi, bien sûr, au niveau des sélecteurs. Ça, ce sont les sélecteurs avancés. Bon, au niveau des sélecteurs avancés, nous allons voir 2 sélecteurs avancés. Nous avons les sélecteurs pseudo-éléments au niveau du CSS et nous avons également les sélecteurs de classe. OK? Je sais que pour ceux qui ont l'habitude de voir du CSS, vous avez l'habitude de l'utiliser, mais peut-être vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais quand même, vous avez le résultat. Et maintenant, c'est ce que nous allons voir. Alors, donc maintenant, on revient ici. Maintenant, on va d'abord commencer par les sélecteurs pseudo-éléments. Donc, écrivez juste pseudo-éléments, toujours collé en pseudo-éléments, point HTML. Et après, nous avons pseudo-éléments.css.
OK. Donc, on revient toujours ici. Donc, on va mettre ici les pseudo-éléments. OK. Donc, ici, ce serait du link. Et on a ici pseudo-élément. Pseudo-élément.css. Bien. Alors, on va faire ça comme ça. Live server. Bon, au fait, d'abord, ça veut dire quoi les pseudo-éléments? Qu'est-ce que ça permet de faire? Il faut savoir que par définition, les pseudo-éléments vont nous permettre de ne cibler qu'une partie d'un élément HTML pour lui appliquer des styles. C'est ça le pseudo-élément. C'est-à-dire que si tu as un élément HTML, par exemple le H1, ça te permettra de cibler le H1 et de pouvoir lui appliquer le style que tu veux. Mais précisément, soit tu le mets avant l'élément H1, soit tu le mets après l'élément H1, soit tu le mets devant ou derrière, etc., etc. OK? Ça, on va le voir tout de suite. Alors, il faut savoir que les pseudo-éléments, il y en a actuellement 4. Il y en avait 5, mais actuellement, le 5e, là, on ne l'utilise pas. C'est surtout les 4 que nous allons utiliser. Donc là, ce que je vais faire pour vous faciliter la tâche, c'est qu'on va écrire un peu comment on appelle ça, les différents pseudo-éléments. Donc, il existe, je vais mettre ici, en commentaire. Je vais mettre là, il existe 4 actuellement, 4 pseudo-éléments actuellement. Voilà. Alors, c'est quoi les 4 pseudo-éléments? Nous avons en première partie. Alors, les pseudo-éléments sont écrits avec, vous allez doubler les 2 points. C'est comme ça qu'on écrit les pseudo-éléments. On a le premier qu'on appelle le first letter. Le first letter, ce serait le premier. Le deuxième, toujours la même chose, c'est le first line. Alors, le troisième, que beaucoup de personnes vont reconnaître, on a le before. Et après, on a le... Quelqu'un peut m'aider ici? Après before? After. Merci, after, c'est ça en fait. OK? On a le before, on a le after, on a le first letter, on a le first line. Bon, les deux là, on les utilise pas beaucoup, hein, pas trop. Ce sont ces deux là qu'on utilise vraiment beaucoup. Vous allez voir pourquoi. Alors, comme son nom l'indique, bon, je pense qu'on va commencer d'abord avec before et puis after. Après, on va faire ces deux là. OK? Voilà. Alors, on va d'abord insérer du contenu avant et après le contenu d'un élément HTML. C'est ce que permet de faire before et puis after. Before, ça veut dire avant. After, ça veut dire après. Donc là, on peut ajouter n'importe quel type d'élément. OK? La plupart du temps, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est par exemple tracer un trait, etc., etc. C'est ce qu'on a l'habitude vraiment de faire. Mais nous, ici, on ne va pas faire ça. On va tout simplement écrire un peu de contenu avant et après un élément HTML, juste pour voir ce que ça va nous donner. OK, donc maintenant, nous allons commencer. On va d'abord faire un div. On va créer un div. Voilà, on va créer un div ici. Et le div, il va contenir des choses. Alors, au niveau du div, on va lui donner une classe. Et cette classe-là, on va l'appeler container. OK. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué jusqu'ici, depuis le début, je n'arrête pas de changer le nom de mes classes.
ainsi que le nom de mes ID. Ça, c'est tout simplement pour vous montrer que vous pouvez prendre n'importe quel nom que vous voulez. Voilà, c'est juste ça. Alors, maintenant, on va ajouter un petit paragraphe. Ceci est mon premier paragraphe. On va mettre du lorem. C'est mieux. Bon, j'ai mis du lorem basique. C'est-à-dire que j'ai mis le lorem où ça m'a généré lui-même le nombre de caractères qu'il veut. Voilà, je ne suis pas allée lui dire, bon, je veux tant de caractères, ainsi de suite. Mais bon, vous avez le choix. Hein. Alors, je lui donne une petite classe que je vais appeler P1. Alors, vous allez comprendre pourquoi cette fois-ci, je suis en train de donner des classes, ainsi de suite. Sachez que plus vous allez avancer, moins vous allez écrire des éléments sans leur donner des attributs. Hein. Voilà, l'attribut, ça va vraiment beaucoup vous aider au niveau du CSS. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier ce P-là. Je vais le coller, mais je vais changer le P. C'est-à-dire, au lieu de P1, je vais avoir P2. Donc, déjà, le fait que je suis en train de changer les noms des classes, ça veut dire que vraiment, il y a une différence que je viens de montrer entre les paragraphes, au fait. Maintenant, à l'extérieur du div, c'est-à-dire qu'à l'extérieur du div, je vais créer un autre P où je vais appeler ça P3. Voilà. Alors, donc, vous pouvez remarquer ce que nous avons ici. Alors, si je veux, je peux mettre du HR hein, pour que ça soit plus joli. Donc, HR. Je vais mettre également du HR ici. Et voilà. Donc, voilà un peu ce que j'ai. Voilà. Donc, on va travailler d'abord sur le before et puis le after. Après, on va travailler sur le first letter ainsi que le first line. Donc, toujours la même chose hein, sur la même page. On ne va pas changer de page. OK. Alors, maintenant, on va aller pas à pas. Vous avez d'abord le container div. Et vous voyez que div a un attribut qui est nommé container. Alors, on va d'abord commencer par styliser le container, en fait, le container div. Donc, ce que nous allons faire, on va tout simplement venir au niveau du CSS. Bon, toujours notre fameux body. On va lui donner background color. Je fais ça quand même par choix. Hein. Vous avez le choix de ne pas le faire, il n'y a pas de souci. Mais juste pour vous montrer que c'est très important tout le temps de venir utiliser certains éléments, ainsi de suite. Ça vous permet toujours de rester concentré là-dessus. OK, donc j'ai dit que je vais venir appeler container. Comment je peux venir l'appeler ici au niveau du CSS? Quelqu'un peut m'aider? C'est classe, non? Oui. Donc, on met point. Très bien. C'est le nom du container. Très bien. Je mets point. Alors, je vous ai dit la dernière fois, je pense hier, comment vous pouvez essayer de vous faciliter un peu la tâche. C'est-à-dire qu'au lieu de venir moi-même écrire container, je vais tout simplement copier container qui est là et je vais venir le coller ici. Ça, je vous le conseille. Hein. Vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Vous n'allez jamais vous tromper parce que ça arrive très, très souvent. Surtout si vous allez décider d'utiliser des noms, des noms de classe anglais ou bien des noms de classe en anglais ou bien des noms des identifiants en anglais. Vous allez voir que souvent, ça peut vous arriver de mettre E avant A, ainsi de suite. Donc, si par exemple, au niveau de nommer, vous avez mis d'une manière et que vous venez ici l'appeler d'une autre manière, ça ne va pas le faire. Donc, ce que je vous conseille, c'est au lieu de tout écrire, allez-y copier cette partie-là, venez coller ici. Ça fait l'affaire. J'espère que là, c'est bon. Alors, on va essayer de faire quoi? Je vais essayer de vous amener un peu à l'utilisation des propriétés, même si ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Donc, écrivez seulement, vous allez voir le rendu après. Donc, ici, moi, je vais mettre ici border. Je vais tracer une ligne. Donc, je vais tracer une ligne avec un pixel solide.
Solide, ça veut dire un trait solide. Et je vais donner une couleur. Et la couleur que je vais donner, ce serait la couleur black. C'est-à-dire la couleur noire. Même si vous pouvez vous amuser après à tracer d'autres couleurs, hein, bien sûr. Vous pouvez vous amuser à tracer d'autres couleurs, si vous voulez. Alors, maintenant, je vais utiliser le solide. Voilà. Je vais utiliser ici le box sizing. Je vais dire border box. Et là, je vais dire background color. Par exemple, je vais changer la couleur du background. Et là, je vais lui dire, par exemple, soit en couleur brown. Par exemple, là, vous voyez, non? Ici, ça a dessiné le conteneur. Et vous pouvez remarquer que ça n'a pris que le P1 et le P2, c'est-à-dire paragraphe 1 et la paragraphe 2. Et vous pouvez remarquer que ça n'a pas pris la troisième paragraphe. Tout simplement parce que on n'a pas, comment on appelle ça? La troisième paragraphe n'est pas à l'intérieur du div. Il faut commencer à comprendre ces parties-là. C'est très, très, très important. OK? Bien. Alors, je vais faire quelque chose. Attendez, je vais ici donner une couleur de base, au fait. Je vais donner, par exemple, une couleur blanche. Ici, je vais enlever le background color pour voir. Dites-moi, parce que au fait, je vais vous expliquer une chose. Je vais enlever le barrière. Peut-être il y a une chose que vous n'avez peut-être pas vue. Moi, je vous ai dit que je vais tracer un trait, non? Et voilà. Bien. Alors, il faut savoir que le trait, il est tracé. Hein? Vous n'avez pas vu? Le cadre, il est tracé. Et vous venez d'enlever le trait. Non, non. Le cadre, il est tracé. Je l'ai mis en bisque. Je vais le mettre en black. Moi, je vous ai dit que je vais créer une bordure, non? Une bordure, pardon. Oui, Je ne sais pas si vous avez compris. Le bordure est là, hein, mais il n'est pas visible au fait. C'est pour cela que j'ai enlevé toutes les couleurs et tout ça là, pour vous montrer. Voici ma bordure. Est-ce que tout le monde voit la bordure? Oui, madame. Ma bordure n'était pas visible, mais c'est là. J'espère que c'est compris. Hein. Ma bordure, elle n'était pas visible, mais elle était là. Pourquoi? Parce que la couleur que je lui ai donnée, je ne lui ai pas donné la couleur black, je lui ai donné la couleur bisque. Par exemple, ici, moi, je peux décider de donner la couleur orange. Voilà, je peux donner cette couleur-là. Et comme ce n'est pas très bien visible, je peux lui donner soit à 2 pixels. Et je fais. OK, soit à 2 pixels. Regardez. Bon, on n'est pas là pour montrer comment on trace une bordure et tout ça, mais je voulais juste vous montrer en gros le rendu, quoi. Regardez. Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez remarquer que... Hein? Ah, c'est beau. Ah oui, oui. C'est le CSS, quoi. C'est vraiment joli, les choses. Alors, comme je vous l'ai dit, on va ajouter le background color cette fois-ci. Mais cette fois-ci, je vais vraiment utiliser une couleur, pas une couleur forte. Hein. Une couleur faite pour que nous puissions voir tous les éléments ensemble. C'est important. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Alors, vous pouvez remarquer que ça n'a pas pris tous les 3 paragraphes. Alors que moi, j'ai créé 3 paragraphes, hein, mais ça n'a pris que 2 paragraphes. Pourquoi ça ne m'a pas pris le 3e paragraphe? Tout simplement parce que le 3e paragraphe n'est pas à l'intérieur de div, au fait. Donc, comme ce n'est pas un enfant de div, donc ça ne prendra pas, au fait. J'espère que c'est compris. Parce que nous, on a dit container. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de container, c'est ce que ça va prendre. Okay? Maintenant, on va les appeler un à un.
On va d'abord commencer par appeler le P1. Comment on peut appeler le P1 ici, s'il vous plaît? Quelqu'un peut m'aider? Comment moi je peux appeler le P1? C'est point P, point P1. Très bien, point P1. J'espère que là, tout le monde est en train de comprendre. Point P1. Donc là, ici, j'ai mon point P1. Alors, qu'est-ce que je vais Madame, dire? une question avant d'aller. Le box sizing, là, ça permet de faire quoi exactement? Hein? Le box sizing. Au fait, le box sizing border box, ça permet de, on va dire, de consolider ton box, au fait. En gros, le box sizing, c'est comme la taille du box. Donc, on a ici le border box, ça permet de consolider ton box, au fait. Comme ici, on est en train de créer un box, au fait. En utilisant le border, on a tracé le bordure. Et là, cette fois-ci, nous sommes en train de l'utiliser en tant qu'une boîte, au fait. Ok, merci. Voilà. Alors, ici, on va utiliser le P1. On va tout simplement lui donner une couleur. Hein, non, pas une couleur. Je pense que là, c'est pas la peine. On va lui donner. On va colorer le. Voilà. On va colorer le texte lui-même. Et quelle couleur je vais lui donner qui va avec tout ça? Je vais lui donner le crimson. Voilà. Et maintenant, je vais lui donner le font family, Verdana. Je vais lui donner le font size. Le font size, je vais lui donner 20 pixels. Et voilà. Donc, voilà un peu ce que nous... 20 pixels, c'est beaucoup. Hein. Je vais lui donner 15. Et voilà. Donc, voilà. Alors, je viens de sélectionner le P1, c'est-à-dire le premier paragraphe, et je lui ai donné un certain design, au fait. OK? Alors, maintenant, le P1, vous pouvez remarquer que le P1 et le P2 ne sont pas pareils, alors que les deux sont P, mais c'est la classe qui diffère, au fait. Donc, cette fois-ci, je vais donner au niveau du P2. Donc, ici, je vais prendre ici P2. Maintenant, au niveau du P2, je vais lui donner une couleur E. Voilà, color. Et là, cette fois-ci, je vais donner une couleur comme ça. Aïe, ok. Non, c'est pas très fameux. Je vais donner cette couleur-là. Voilà. Alors, je vais donner le font Lily. Je vais donner Lucida. Et le font size, je vais donner 12 pixels. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous avons fait. Alors, toujours, on n'a pas encore terminé, on n'a pas encore fait, parce que j'ai dit que nous allons utiliser les pseudo-éléments before and after. Donc, on n'a pas fait ça encore. On est en train de rendre tout cela d'abord pas mal avant de continuer. Alors, maintenant, nous avons le P3. Le P3, on peut le faire ou bien on peut attendre pour le moment. Maintenant, on va essayer d'utiliser les before and after. Donc, on va mettre before au niveau de P1. Donc, on va venir sélectionner P1. P1. Je vous ai dit que nous utilisons le before comme ça. Dès lors que vous mettez les deux points, les 2 fois 2 points, vous voyez que tout ce que 2 fois 2 points utilise, ça vient ici. Alors, il faut savoir qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup ici. OK? Mais nous, pour le moment, on va utiliser que les pseudo-éléments, les 4 pseudo-éléments pour le moment. Donc là, on a ici le before. Maintenant, le before, qu'est-ce que nous voulons dire au before? Alors, il faut savoir que le before est beaucoup utilisé avec le content, dans notre cas, bien sûr. Alors, le content, c'est le contenu. Qu'est-ce que nous voulons dire au niveau du before? Donc, je vais mettre ici, ceci est mon pseudo-élément.
Je vais l'agrandir. Ceci est mon pseudo-élément before que je vais donner à l'élément P1. Et voilà, je mets un point d'exclamation. OK, je n'ai pas encore enregistré. Donc, je viens de mettre ce contenu-là, ce texte. Et j'ai envie que ce texte-là puisse s'afficher. Donc, je mets CTRL S. Regardez ce qui s'est passé. Il s'est passé que nous avons ici, ceci est mon pseudo-élément before que je vais donner à l'élément P1 avant de continuer. Donc, vous voyez que le before, ça permet d'amener le texte que tu veux ou bien bon, d'autres éléments que tu veux avant l'élément HTML en question. Alors, maintenant, on va voir le after. Et ça prend bien sûr la même couleur par défaut. Mais je pense qu'on peut changer la couleur. Donc, je mets ici, par exemple, color. Et je vais mettre la couleur en white. Et vous voyez que ça a changé directement de couleur. Par exemple, je vais mettre ici color green. Et voilà. Donc, vous voyez que ça a changé directement de couleur. Voilà. Voilà. Donc, voici. Alors, il faut savoir que l'élément en question, vous pouvez changer de couleur, changer tout ce que vous voulez. Mais le content n'est pas obligé d'avoir quelque chose en son sein. Non. Alors, les éléments content, ainsi de suite, là, les propriétés, les éléments de before et puis after, on les verra après. Pas maintenant, sinon ça fera beaucoup et puis vous n'allez pas vraiment bien comprendre parce que là, on ne sait pas d'abord comment, par exemple, tracer un trait, comment faire ceci, cela et tout ça. C'est tout au long du chapitre concernant les propriétés que nous allons voir ça. Mais la chose la plus simple quand même pour le moment, c'est de vous afficher quand même quelque chose que vous pouvez lire et que vous pouvez voir directement. Alors, mais cette fois-ci, nous allons essayer de mettre quelque chose en P3 au lieu de P2. Donc, on a ici le P3, toujours la même chose. Et là, on va cette fois-ci utiliser le after. Alors, le after ici, ce serait la même chose. On va utiliser le content. Et le content, donc, je vais mettre ici. Attendez, je vais tout simplement copier-coller cette partie-là et puis changer un peu. Changer un peu les choses. Donc, on a ici, ceci est mon pseudo-code, pseudo-élément, pardon. Au lieu de before, on va mettre ici after, que je vais donner à l'élément P3. Très bien. Et là, je vais enregistrer, CTRL S, et vous voyez que c'est venu, mais c'est venu c'est venu directement après l'élément en question, voilà. Maintenant, je peux également lui donner des designs, hein, color blue, font size. On va mettre à 20 pixels. Font family. On va le mettre à impact. Et voilà. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons avoir à ce niveau. Donc, directement, ça vient au niveau de after, before, after. Bien. Alors, voici les deux premiers pseudo-éléments que nous avons before et puis after. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire ça d'abord? Parce que c'est les deux-là qu'on va vraiment beaucoup utiliser au fait. Voilà. C'est les deux-là qu'on va beaucoup utiliser et qui sont partout. Maintenant, après, nous avons le first letter et le first line. First letter, ça veut dire la première lettre. First line, ça veut dire la première ligne.
OK? Donc, on va essayer de voir ces parties-là. C'est bien. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on puisse voir? Tout le monde a pu avoir ce que j'ai comme ça ici. Est-ce que vous avez pu avoir au moins un peu ça et tout? Ça va? Non, pas encore, madame. Il y a le dernier là, Donc, je vous après attends. color, Oui, je le vais CSS. Il me reste le agrandir. CSS, le font size. Il me reste juste le font size Très bien. avant. Je vais agrandir Et un peu et puis je vous attends. Je vous attends un peu d'accord, que tout le madame. monde puisse être à jour au même niveau que moi. Ok, il me reste le font size et Mhm. le font family. Non, OK, il n'y a pas de souci. Ok, impact. Ok. OK. Ah, madame, Hmm? mon pseudo-élément ne prend pas la grosseur que je vous ai pris là. Quoi? Mon pseudo-élément, comme chez vous, il y a un texte qui a une grosse taille là. Chez moi, c'est pas le cas. Tu as Tu pris vois, il y a une taille là. Il y a le troisième paragraphe là, oh, qui a pris ceci est mon pseudo-élément after, mhm. couleur bleue et. Mais chez moi, ça n'a pas pris ça. Ça n'a Font Ah, size. je vois. hmm. Et je n'ai pas nommé la classe. Je n'ai pas nommé. Dans le paragraphe Ah 3, non, faut nommer oui, la classe, hein. c'est ça, madame. Oui, tu J'avais dois appeler oublié, hein. paragraphe 3. Par J'appelle la exemple, classe ici, on a donné la classe. Bon, vous P3. pouviez même tester avec ID. Lorsque vous testez avec ID, vous pouvez venir ici, vous mettez dièse et puis vous l'appelez. Ça marche également. Maintenant, c'est bon. Je n'avais pas Voilà, mis classe. très Je bien. n'avais pas appelé la classe sur le OK. paragraphe 3. Donc là, on va continuer avec les deux autres pseudo-éléments, c'est-à-dire le first letter et le first line. OK. Donc, on va continuer juste avec le même HTML, on ne va pas du tout changer. Alors, que permet de faire le first letter et le first line? On va d'abord commencer par notre P. On va d'abord commencer, comme je l'ai dit, par notre paragraphe. OK. Donc, on vient ici. Lorsque je mets, par exemple, ici P, et là, toujours c'est la même chose. Pardon. Toujours c'est la même chose. Ce serait le P1, par exemple. Et là, on va l'appeler comme ça. Et lorsque on l'appelle comme ça, on a ici le first letter et le first line. On peut commencer d'abord par le first letter et vous allez voir ce que ça permet de faire au first letter de P1. Est-ce qu'on ne va pas prendre au lieu de P1? Bon, non, c'est bon. Continuons avec P1. C'est pas grave. OK. Donc là, ce que je vais faire, je vais donner un peu de font size. Font size, je vais donner par exemple 50 pixels. Alors, j'espère que tout le monde a vraiment compris font size. Depuis avant-hier, on ne fait que utiliser font size. On va utiliser le font width. Le font width aussi, je pense que là, tout le monde doit comprendre. On va utiliser le border. On va utiliser le color. Color, je vais prendre corail. C'est pas mal. Et là, également, le font family. Aïe. On va prendre le font family. Au niveau du font family, je vais mettre impact aussi. C'est pas mal non plus. Regarde ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Le Le premier C C6, là. Oui. le Premier C. C, voilà, c'est seulement le C que ça a pris. Pourquoi? Parce qu'on a mis first letter. First letter, La c'est-à-dire la première lettre. première lettre de P1. Alors, vous pouvez prendre la même chose aussi pour les autres. Par exemple, je vais essayer de faire ça pour le P3. Faire la même chose pour le P3. Donc, ce que je vais faire, je vais appeler le P3. Toujours. Et là, toujours first letter. Et ici, je vais tout simplement copier tout ce que j'ai mis ici et je vais coller.
copier. Et là, je vais venir coller. Et CTRL S. Vous voyez ce qui s'est passé, non? Voilà. Donc, voilà un Ouais, ouais. peu ce que nous avons, en fait. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer vraiment la puissance du CSS. Le CSS, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses, des animations, ainsi de suite. Ça fait des choses extraordinaires. Maintenant, on va essayer de travailler sur la ligne, first line, la première ligne, au fait. First line. Et cette fois-ci, on va prendre le P2. Donc là, on vient ici au niveau du P2. P2. Et là, on va mettre ici le first line. Et maintenant, au niveau du first line, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bon, notre première ligne, soit en font size, soit à 20 pixels, soit à 20 pixels, en font weight, soit à boulder, ou bien bon, soit à 800, à color, soit à gold. Bon, je vais donner ici ce gold là, golden road. Font family, je vais lui dire soit à Verdana, soit à Georgia. Voilà, soit à Georgia. Et voilà. Donc ça vous pouvez remarquer que ça a pris la première ligne, non? Regardez ce que je Voilà. fais. Je ne sais pas si vous remarquez. Par exemple, quand je réduis la taille de ma page, voici la première ligne, ça s'arrête ici à élite point. Mais lorsque j'augmente, regarde ce qui se passe. Ça va s'habituer toujours. C'est-à-dire que ça va continuer. C'est-à-dire, élite point, c'est la première ligne, OK. Mais vous pouvez remarquer que le Kia là vient également en première ligne. Et le fait que le Kia vient également en première ligne jusqu'à cette partie-là, donc ça continue jusqu'à cette partie. Et si par exemple j'ai un écran qui est tellement grand que ça vient jusqu'à Sapient ici, tout le monde sera également coloré et puis prendra le style que j'ai donné. Et si je réduis également ma page, plus je réduis ma page, plus la partie va également se réduire au fait. Faites ça s'il vous plaît chez vous et puis dites-moi si ça vous a donné la même chose. Ok. Je vais agrandir un peu. Voilà. Ah, chez moi, j'ai la même chose. Très bien. J'espère que chez tout le monde également, mettez des thumbs up si c'est bon chez vous, si on peut continuer. Ah, ça c'est très bien. Ok, 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 ok. Donc j'espère que jusque-là, tout le monde a vraiment compris un peu les sélecteurs. Alors, il faut savoir que vraiment les sélecteurs, c'est assez, hein, ça nous donne assez de travail. Donc maintenant, je pense que nous avons terminé avec les sélecteurs combinatoires, on va dire les sélecteurs combinateurs. Maintenant, ainsi que non, on avait terminé les sélecteurs combinateurs, on a terminé le premier série des sélecteurs avancés qui sont les sélecteurs pseudo-éléments. Maintenant, nous avons le deuxième combo de sélecteurs qu'on appelle les sélecteurs de classe. Alors, les sélecteurs de classe également, ce sont des sélecteurs qu'on utilise vraiment beaucoup aussi. Surtout pour faire nos petites animations, etc., etc. C'est vraiment ça, les sélecteurs de classe surtout. Alors, ce que nous allons faire, on va tout simplement fermer ça
Alors, aujourd'hui, on n'aura pas l'occasion de voir tous les sélecteurs de classe parce qu'il en existe vraiment beaucoup. Il en existe même au niveau de... il en existe même au niveau de l'héritage, c'est-à-dire les enfants, child, etc. Ça, on ne va pas le faire. On va surtout faire ce que on a surtout l'habitude de voir. Donc là, on va mettre ici sélecteur classe. Non, on va mettre pseudo classe. Ne mettez pas sélecteur classe, sinon ça va être comme l'autre. Pseudo classe. Mettez pseudo classe.html. Et là, je vais mettre ici pseudo classe.css. Pseudo classe.css. Et voilà. Donc, voici les deux sélecteurs que j'ai. On va venir faire la même chose ici. Comme c'est qu'on a l'habitude de faire. Donc, je vais mettre ici sélecteur pseudo classe. Et là, on va mettre ici link. Et ici, ce serait pseudo classe. Voilà. Bien. Alors, je vais écrire un commentaire comme de l'autre côté. Alors, il faut savoir que d'abord, les sélecteurs pseudo-classes, ça va tout simplement nous permettre d'appliquer des styles à des éléments HTML uniquement lorsque ceux-ci sont dans un certain état. Quand on dit ceux-ci sont dans un certain état, prenons le cas d'un bouton. N'est-ce pas, en créant le HTML, on a vu comment créer un bouton et tout ça. Maintenant, lorsque vous créez votre bouton, vous déciderez de styliser, par exemple, ce bouton-là. Pour styliser ce bouton-là, vous allez lui donner des couleurs, une taille, etc., etc. Maintenant, vous pouvez dire, au cas où le curseur va passer sur le bouton, je veux que mon bouton qui est d'origine de couleur rouge soit de couleur bleue, ou bien qui est d'origine de couleur bleue soit de couleur blanche. Ah, d'accord. C'est le sélecteur de classe que vous allez utiliser pour faire ça. Ah, c'est ça qui est ouvert là. Voilà, c'est ce qui est ouvert. Exactement, c'est ce qui est ouvert. Également, par exemple, vous pouvez décider de créer des liens. De base, les liens sont d'une certaine couleur. Et lorsque vous cliquez sur le lien, ça va normalement être d'une autre couleur pour vous montrer que ça a déjà été cliqué. Et normalement, le lien de base est de couleur bleue. Et lorsque vous cliquez sur le lien une fois, ça deviendra de couleur violet de base. Mais vous pouvez décider, mon lien c'est de couleur bleue, ok, mais lorsqu'on clique là-dessus, je veux que ça soit de couleur rouge ou bien orange ou bien une autre couleur. Donc ça, c'est également un certain type de sélecteur de classe. Nous avons également un autre sélecteur qui va permettre de nous montrer que c'est cette partie-là qui est activée, c'est-à-dire que vous allez voir, on va créer des menus. Lorsque vous créez des menus, vous avez beaucoup de menus qui seront sur une barre de navigation. Vous allez par exemple avoir le menu accueil, à propos, etc., etc. Vous allez faire en sorte que lorsque j'atterris directement sur votre site, il y a un menu qui est sélectionné par défaut, c'est-à-dire qu'on va dire qui est activé. Par exemple, accueil, la plupart du temps, c'est accueil qu'on active parce que c'est l'accueil, le premier menu directement. Donc, il y a également. Il y a aussi un autre élément pseudo-classe qu'on appelle le link qui permet de, lorsque vous cliquez, qui permet de montrer le lien, de donner un design au niveau du lien, en fait. Donc, ce sont ces quatre-là que nous allons voir, en fait, ensemble. Donc, maintenant, on a les pseudo-classes suivantes. Alors, nous avons le premier. Alors, cette fois-ci, contrairement au pseudo-élément, c'est 2 points seulement. OK? Ce n'est pas 2 fois 2 points, mais c'est le 2 points seulement. On a le hover. Le hover, comme on l'a dit, ça permet de te montrer
de changer d'état. On a le visited. On a après le active. On a après le link, comme le lien. Alors, en fait, en gros, c'est ces éléments-là seulement que nous allons voir pour le moment. Mais comme je l'ai dit, il y en a vraiment beaucoup. Donc, au fur et à mesure, on va voir les restes, ainsi de suite. Parce qu'on en aura vraiment besoin. Donc, on va les voir au fur et à mesure. Alors, ici, moi, je ne vais pas créer quelque chose d'extraordinaire comme il est presque l'heure. Donc, on va tout simplement créer un petit div qui ne va pas prendre d'attribut, mais qui va prendre un élément qu'on va appeler le paragraphe. Et ici, je vais dire là, passe ton curseur sur moi. Passe ton curseur sur moi. Donc, il vient de te dire, passe ton curseur sur moi. On va enregistrer. Une fois que vous enregistrez, vous voyez que ça vous donne ça. Alors, maintenant, on va créer un autre P, mais qui ne sera pas à l'intérieur du div, qui sera à l'extérieur du div. Donc, je vais demander, veuillez cliquer. Veuillez cliquer. Alors, on a vu la balise href, je pense, ensemble. Voilà, donc ce serait la même chose. Donc, on va utiliser le href. Et dans le href, on ne va rien mettre du tout. Pour le moment, on ne va rien mettre, comme c'est juste un petit exemple. On ne va rien mettre dedans. Et maintenant, on va dire à la personne, veuillez cliquer ici. Voilà, veuillez cliquer ici. Donc, voilà un peu la chose simple que nous avons créée. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va travailler sur ces 4 éléments-là, directement au niveau du CSS. Maintenant, on vient au niveau du CSS. On va d'abord essayer de styliser cette partie-là. En gros, qu'est-ce que moi je vais créer? Je vais créer un petit box, au fait. Je vais créer un petit box au niveau du div, au fait, où l'utilisateur va passer son curseur. Donc, avant ça, je vais mettre du body. Et au niveau du body, il y aura le background color. Je vais donner une jolie couleur. Je vais donner une couleur. Je vais donner cette couleur-là. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais appeler le div. J'espère que vous comprenez. C'est le P est à l'intérieur du div. Je vous ai dit que je vais créer un petit box tout autour de mon P là. Donc, je vais prendre le div directement. Alors, au niveau du div, je vais lui donner un height. Je vais lui donner 100 pixels. Alors, c'est quoi le height? Le height, c'est tout simplement la hauteur. Vous avez remarqué que dès lors que j'ai mis 100 pixels, veuillez cliquer ici et descendu parce que ça va prendre 100 pixels ici, au fait, en bas. OK, la hauteur. Alors, je vais créer un border. Je pense qu'on a créé ensemble un petit border. C'est-à-dire le border, c'est la bordure au fait, solide. Alors, il faut savoir qu'on a plusieurs types de bordures. C'est le solide que nous sommes en train d'utiliser, mais il y en a beaucoup plus. Donc, je vais mettre en black. Je viens de créer le box. Donc, vous voyez que j'ai créé le box ici. Bien. Alors, donc maintenant, je vais donner le 8. Le 8. Au niveau du 8, je vais lui donner 100%. Alors, bon, pour ceux qui ne sont pas en train de comprendre ça, désolé, hein, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre un peu plus tard ce que ça veut dire. Je veux juste qu'on puisse écrire quelque chose. Donc, je vais utiliser le box sizing. Et je vais dire soit en border box. Et après, on a le text align. Text align, je vais aligner mon texte. Je vais l'aligner en centre, au centre. Donc, vous allez voir que passe ton curseur sur moi va directement se mettre au milieu. Et voilà. Bien. Donc, voilà un peu quelque chose de simple que je viens de créer. Ça me suffit pour le moment. Parce que je ne veux pas non plus trop m'avancer au niveau du CSS. Des éléments qu'on n'a pas vus, que je ne peux pas m'arrêter pour vous expliquer. Donc, ça va être beaucoup. Alors, donc on a vu, on va commencer d'abord par le hover. Alors, comment on utilise le hover? Le hover, on l'utilise avec 2 points hover. Alors, ça s'apparente un peu à ce qu'on vient de voir au niveau des pseudo-éléments.
C'est-à-dire que là-bas, c'est 2 fois 2 points et vous mettez le nom du pseudo-élément. Ici, c'est la même chose. Alors, l'élément que je veux utiliser en tant que hover, ce serait le div. Ce n'est pas le paragraphe. Hein. Le paragraphe, c'est le mot là. Moi, je ne veux pas que lorsque je passe mon curseur passe ton curseur sur moi, que mon curseur puisse changer d'état. Non, c'est plutôt le cadre que je viens de créer. Donc, c'est le div, en fait. En gros, c'est lui. Donc, c'est lui que je vais appeler ici. Donc, on a ici div. Et là, je vais tout simplement mettre 2 points. Et lorsque je mets 2 points, je vais mettre ici hover. Et voilà. Donc là, je vais mettre les brackets. Maintenant, je vais lui donner un background color. En gros, une fois que l'utilisateur passe son curseur, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Par exemple, je veux que ça donne cette couleur-là. Je mets entrée. Et vous voyez ce qui s'est passé? Faites attention, hein, le hover est collé au div, au fait. Donc voilà. Dites-moi, est-ce que tout le monde est en train de voir? Voilà. J'espère que tout le monde voit. Voici ce que je viens de faire au niveau du hover. Voilà. Bien. Alors, maintenant, on va faire assez simple. Toujours, on a également ici, on va essayer de customiser un peu, oui. Non, c'est bon, c'est bon. On va essayer de customiser un peu ici, ici, là, qui est là. Vous voyez que déjà de base, ici, c'est bleu. Ici, c'était bleu. Dès lors que j'ai cliqué là-dessus, ça a changé de couleur. Et quand je clique ici, vous voyez que quand je mets mon curseur là-dessus, que je laisse en clic, c'est-à-dire que je laisse appuyer, c'est rouge. Voilà. Donc, tout cela, là, on peut les changer, au fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler le A. Donc, on a ici le A et on va appeler le link. Comme je vous l'ai dit, on peut utiliser le link. Alors, maintenant, le link, on va lui donner une couleur. Donc, je vais mettre ici couleur. Couleur, je vais lui donner brown. De base, ça a donné, hein, mais c'est juste que ici, ça ne vient pas parce que c'est déjà cliqué par défaut. Et ici, je peux lui donner le text decoration. Text decoration, ça veut dire quoi? Text decoration, ça veut dire la décoration de texte. Je mets none. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que maintenant, ce n'est plus souligné, non? Voilà. Text decoration, quand je mets text decoration none, ce n'est plus souligné. Voilà. Donc là, vous pouvez remarquer cela. Alors maintenant, on a quoi encore? Nous avons le visited, au fait. Par exemple, je mets ici A, 2 points, visited. Au niveau du visited, je vais mettre ici color. Je vais mettre color à green. Vous voyez que là, c'était visité. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, j'ai cliqué déjà. En gros, je l'ai visité. Dès lors que j'ai mis green, vous voyez que là, c'est coloré en couleur verte. Ça veut dire que c'est déjà visité. OK? Voilà. Maintenant, on a on peut mettre le hover au niveau du A également. Le hover, ce n'est pas seulement pour les boutons. Donc, j'ai ici le hover. Voilà. Alors, ici, au niveau du hover, je peux mettre ici color. Je vais mettre orange. Vous voyez, non? Lorsque j'ai passé mon curseur là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que c'est devenu orange. Voilà. Et maintenant, je peux mettre text decoration underline. Alors, vous allez voir ce que underline là va nous donner. Lorsque je mets mon curseur là-dessus, vous voyez que j'ai mis underline, ça a souligné.
Underline, ça veut dire souligner. Donc, text decoration. Texte décoration, ça veut dire décoration de texte. De base, lorsque vous créez un lien, vous pouvez voir que le lien vient avec la couleur. Pardon, je dis avec la couleur. Avec le trait, c'est souligné. Donc, vous pouvez dire, bon, je ne veux pas que par défaut, tu sois souligné. Donc, text decoration non. Non, ça veut dire non, ne soit pas souligné. Mais au lieu de mettre non, vous pouvez mettre autre valeur. Hein. Comme par exemple ici, on a underline. Donc, on a ici A, on a active. On va lui donner plutôt le background color. Background color, je vais lui donner black. Regardez, lorsque je clique là-dessus, qu'est-ce qui se passe? La couleur, elle est noire. Très bien, voilà. Donc maintenant, ça répond à la question de beaucoup de personnes qui veulent faire le menu et qui ne savent pas comment gérer, par exemple, la partie menu, accueil, à propos, etc., etc. Donc voilà un peu ce que nous avons. C'est pour cela que souvent, vous allez voir, lorsque je clique sur accueil, ça change de couleur, etc., etc. C'est à cause de actif. Lorsque je vais cliquer sur contact, par exemple, ça change également de couleur, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que nous avons. Bien. Donc ça répond à la première question sur les pseudo-éléments. Voilà, de pseudo-éléments. Oui, Nous venons de voir directement les 4 éléments du pseudo-élément. Oui? oui, madame, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui fait à ce que quand on ramène le curseur sur la bordure qu'on a créée, passe ton curseur sur moi, l'intérieur devient vert foncé là. C'est le Qu'est-ce hover. qui C'est lui. le hover qui fait ça? 2 points hover. Ah, mais c'est beau. C'est le hover. Voilà. Et même ici, hein, et même au niveau de... On a utilisé même le hover au niveau de A. Hein. Regardez. Oui. On a Mais quand on dit ramène pas de le couleur. pointeur, ça. Même par exemple, on peut faire également au niveau du P. Hein. On peut donner le hover au niveau du P. Par exemple, on peut dire au niveau du P, lorsque l'utilisateur passe son curseur là-dessus, soit par exemple color white. Vous voyez, non? Par exemple, je mets mon curseur ici. OK. Mais je mets mon curseur ici, il est white. Ah, c'est beau. Hein. Et là également, je peux utiliser le pointeur. C'est curseur pointeur. Oh, voilà, merci. Curseur. Voilà, curseur pointeur. Donc, ça va donner la main. Vous voyez, non? Donc, c'est pour cela que la plupart du temps, vous allez voir. Donc, vous voyez que même ici, ça a donné aussi, parce que c'est le même P. P, c'est P, quoi. On a créé un P ici et c'est le même P. Les deux là, c'est les mêmes P. Si on veut faire la différence entre les deux, on va lui donner un attribut. Donc là, c'est cet attribut-là qu'on va aller appeler. Si on ne veut pas que, par exemple, lorsque l'utilisateur met son curseur ici, ça change et ça ne change pas, je peux directement mettre la classe ici. Par exemple, je peux lui dire ID para. Très bien. Et là, c'est toujours le même problème. Mais si je vais gérer le problème, je vais plutôt appeler ici para. Et voilà. Mais ça, vous voyez que ça n'a plus changé. Voilà, c'est ça qui change maintenant. Et voilà. Donc là, lorsque votre curseur pose son doigt comme ça veut dire que vous pouvez cliquer, ça veut dire que c'est cliquable au fait. Vous pouvez cliquer sur moi. Donc voilà. Donc voilà un peu ce que nous venons de voir avec ces éléments-là. Donc on vient de terminer les 4 éléments de base au niveau du pseudo-classe. Oui. Madame, s'il vous plaît, revenez un peu sur le P qu'on a changé sur En HTML? CSS. En HTML ou Le P qu'on a CSS? changé le P sur CSS.
Le P qu'on a changé. Ah oui, ici. Over. Oui, je veux voir ce qu'on a fait d'abord. Oui, le P. C'est le P là que vous avez encore mis par an, madame. Oui, en fait, je suis venue ici. Je lui ai donné, pour différencier les deux P là, Ah, on a donné un identifiant. j'ai donné un attribut. Et l'attribut, je l'ai appelé ID égale à para. Donc, le fait que j'ai donné ID égale à para ici, je suis venue là et j'ai appelé, bien sûr, la manière dont on doit appeler le sélecteur d'ID. C'est de cette même manière-là que je l'ai appelé. Ah oui, avec Jazz. Oui, c'est ça. Le sélecteur d'ID est toujours appelé avec dièse. Ok. Ça. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'ai fait. Ok, alors je veux savoir, est-ce que c'est bon ou bien est-ce qu'il y a des questions avant qu'on arrête pour aujourd'hui également? Alors, pour votre information, la semaine prochaine, nous allons toujours continuer avec le CSS. Donc, la semaine prochaine, directement, on va voir, on va voir un peu encore les pseudo-classes parce que ce n'est pas fini, il reste un peu encore. Je pense que c'est très intéressant et important qu'on puisse voir les restes. Une fois qu'on va terminer cela, nous allons commencer directement avec les propriétés. En gros, je vais vous expliquer tout ce que nous venons de voir à l'intérieur des sélecteurs ici. C'est très important. OK? Donc, on va voir les propriétés. Et les propriétés sont vues obligatoirement avec les valeurs. Ça, ce sont des valeurs. OK? Alors, les valeurs, au fur et à mesure, vous allez bien comprendre, bien sûr, là-bas également. Mais il faut savoir que c'est vraiment beaucoup de travail et beaucoup de données à connaître et à comprendre. Donc là, à partir de la semaine prochaine, une fois qu'on va finir les 3 jours de webinaire aussi, vous serez à même de commencer vraiment à créer des vrais sites de A à Z avec le HTML, CSS. J'espère que là, c'est compris. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne finisse pour aujourd'hui? Ok, Kwadjo, il n'y a pas de souci. Je viens de voir ça tout de suite. Ok, ok, ok. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, je pense que on va se retrouver, Inch'Allah, durant cette semaine, bien sûr. Parce que, bien sûr, je vais vous donner des TP. Je vais créer un petit truc que vous allez reproduire et que vous allez m'envoyer comme vous l'avez envoyé la dernière fois. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On se dit, Inch'Allah, durant cette semaine ainsi qu'à la semaine prochaine pour la suite du webinaire. Merci bien. Merci beaucoup, Ok, madame. merci beaucoup. Au revoir.